Savoir tirer la leçon d'une aventure personnelle. Dans son livre Les chocolats de l'Entracte, François Chalais, grand reporter français, se trouve au Nord-Vietnam et souhaite rencontrer un prisonnier américain. Depuis mon arrivée à Hanoï, dit-il, je demandais l'autorisation de pouvoir rencontrer un prisonnier américain. Cette autorisation vient de m'être accordée. Je ne sais pas encore quelle sera à l'origine d'un des souvenirs qui marqueront le plus profondément tout le reste de ma vie. La nuit tombée, sans aucune précaution spéciale, sans le moindre mystère, on me conduit jusqu'à cet hôpital, non loin de l'aéroport, dont nul n'ignore qu'il est plus particulièrement réservé aux militaires. Dans ma tête, j'ai préparé un beau petit discours. Ma conscience, dirais-je, m'interdit d'interroger un prisonnier comme j'aurais pu le faire avec un homme libre. Mes questions seront de stricte routine. Tout ce que je désire, c'est de voir comment un Américain est traité chez vous, ce qu'il mange, ce qu'il peut lire et s'il peut écrire ou recevoir des lettres. Mais devant la tasse de thé et le paquet de cigarettes, Dien Bien, l'officier qui me reçoit, prend les devants. Je vous demanderai de ne poser aucune question d'ordre politique. Si cet homme répondait dans un sens favorable à notre cause, on ne manquerait pas de parler de je ne sais quel lavage de cerveau, voire de parler de menaces que nous aurions pu proférer. Vous voudrez bien, je vous prie, en tenir compte et ne rien dire qui pourrait faire monter sa température. La chambre est nue, mais assez confortable. Le lit blanc surélevé, table de chevet, une lampe, un paquet de cigarettes. John Sidney McCain est couché. Ses yeux fiévreux et clairs, comme de l'intérieur, un visage aux cheveux déjà presque blancs, malgré ses 31 ans. C'est un athlète, au torse puissant, recouvert d'une épaisse toison noire, des épaules de lutteur au-dessus d'une physionomie qui rappelle celle de l'acteur Montgomery Clift. Son bras droit est dressé vers le plafond, retenu dans un énorme carcan de plâtre. Le gauche est sans bandage, mais on le devine raide jusqu'aux extrémités des doigts qui retiennent maladroitement une cigarette. Je l'allume et je vois la flamme de mon briquet qui tremble, au rythme de ma main que je ne parviens pas à rendre immobile, tellement une émotion à laquelle je ne m'attendais pas m'étreint. J'ai envie de me serrer le coude droit avec la main gauche pour me fixer enfin le vacillement. La cigarette passe plusieurs fois à côté de la flamme sans pouvoir s'y arrêter. Et soudain, je fais le rapprochement. Les Vietnamiens ont bien fait les choses. Ce John Sidney McCain n'est pas un prisonnier habituel. Son père n'est pas moins que l'amiral Edmond John McCain, commandant en chef des forces navales USA en Europe. Son grand-père déjà était amiral.
Lui-même est militaire de profession, lieutenant-commandeur. Il a fait la une de tous les journaux américains lorsque, au mois d'août dernier, il fut l'un des très rares et miraculeux rescapés de l'incendie du porte-avions Forrestal. D'une voix faible, il me raconte son histoire. J'étais en train d'accomplir une mission de bombardement. Mon 23e raid au-dessus d'Hanoï. Mon appareil a été touché. J'ai voulu faire fonctionner mon siège éjectable, mais le mécanisme m'a brisé les deux bras et la jambe droite. Évanoui, je suis tombé dans un lac. Des Vietnamiens venant de la rive se sont jetés à l'eau et m'en ont retiré à la nage. J'ai appris par la suite qu'ils devaient être une dizaine. Ils m'ont ensuite conduit à l'hôpital, où j'ai été à 2 doigts de mourir. Un docteur a opéré ma jambe, pendant que d'autres s'occupaient de mes bras. Que dire? Il y a comme un poids sur mes mots qui leur sont interdits de sortir. Comment êtes-vous traité ici? Très bien. Tout le monde est très gentil avec moi. Et la nourriture? Il sourit, mais s'arrête dans une grimace. La moindre réaction doit le faire souffrir atrocement. Eh oui, ce n'est pas comme chez Maxime, mais ça va. Avez-vous de quoi lire? On m'a proposé de la lecture, mais mes mains sont incapables de tenir même un journal. Sa cigarette s'est éteinte. Il parle de sa famille qui vit à Jacksonville, en Floride. Il parle de ses 3 enfants. C'est à sa famille maintenant qu'il s'adresse, mettant toutes ses forces dans l'espoir qu'il en sera entendu. Ne soyez pas triste. Je sais que cela va bien aller. Nous nous reverrons. Je vais bien aller. C'est tout. Il répète, c'est tout. Il y a des larmes dans ses yeux. Sa voix s'étrangle. Tout le monde est ému. Les Vietnamiens aussi. Dehors, c'est une fois de plus la guerre. Et une fois de plus, je me demande que pèse un prisonnier blessé en face de tant d'enfants morts ou affreusement mutilés par les bombes jetées par ce même prisonnier. Les choses ne sont pas simples. Dans une guerre, pour qui ne possède pas un cœur à sens unique. Comment tiennent-ils? C'est la première question que je me posais avant de devenir ici, et celle, des années après, que je me pose encore. Toutes les explications de la logique ne résistent pas à l'analyse. Mais peut-être est-ce notre logique qui n'est pas logique. Une chose est certaine, tout autre peuple, depuis longtemps, aurait capitulé. Un ami journaliste à Hanoï m'a dit, depuis 100 ans, nous avons toujours connu la guerre. Rien qu'en 1945, en moins de 6 mois, 2 millions de Vietnamiens sont morts, victimes des Japonais. Cette horreur permanente qui nous sert de décor explique peut-être notre force. Une usine, chez nous, ce n'est pas comme une usine aux États-Unis.
Nous ne l'avons pas construite avec des machines et de l'argent, mais nous l'avons fait avec nos mains et notre pauvreté. Nous avons déblayé de nos doigts 100 collines, et cela avec des paysans auxquels on avait même refusé le droit d'apprendre à lire. Alors cette usine est devenue notre enfant. Quand on nous l'a démolie, ce n'est pas du ciment que l'on anéantit, c'est notre chair. Quand ils sont partis en 1954, les Français ont tout cassé, même les ampoules électriques. Nous avons été obligés de coucher par terre. Aujourd'hui, malgré les bombes, nous avons plus de 2000 entreprises industrielles. Si on nous les abîme, la haine naît en nous comme une fleur féroce. Quand notre DCA crache, c'est aussi notre cœur qui crache. C'est Victor Hugo qui a écrit « Le droit à sa colère, la colère à son droit ». Plus on tente de l'exterminer, et plus notre peuple resserre ses liens. On nous accuse, en Occident, d'être communistes. Mais chaque bombe crée davantage de révoltés. On n'a pas appris aux bombes à distinguer un bonze d'un communiste. Alors, devant ce néant, notre pays n'est plus qu'un immense combat. Nos buffles eux-mêmes ont appris à se méfier des Américains, et nos abeilles sont entraînées à attaquer l'ennemi. Pour cela, nous revêtons des mannequins d'uniforme pris à nos adversaires et nous les enduisons de miel. Nous recommençons l'opération jusqu'à ce que, la seule vue d'un GI, nos frelons aient le réflexe de Pavlov de se précipiter sur son visage. Est-ce vraiment plus abominable que le napalm? Sur ces paroles, François Chalais décrit par la suite la description de cette guerre et termine son récit. Mon aventure vietnamienne s'achèvera de la façon suivante. Un matin, j'aurai la surprise de recevoir la visite d'une petite femme au petit col Claudine. Elle arrivait de Floride. C'était la femme de John Sidney McCain, notre prisonnier rencontré à l'hôpital d'Hanoï. D'abord, elle n'a su que me dire. Et puis, elle a touché ma main. Mais ce n'était pas ma main qu'elle touchait. Dans le contact de sa peau et de la mienne, je savais ce qu'elle cherchait. Comme une trace sensible de ce que son mari, qu'elle avait cru mort, était toujours vivant. Il nous faudra attendre 2008, nous, Européens, pour entendre parler de nouveau de John Sidney McCain. Il représenta le parti républicain à l'élection présidentielle, l'opposant au démocrate Barack Obama, et perdit le scrutin avec 45,7% des voix. En 2016, après l'élection de Donald Trump à la présidence,
Il déclare, en dénonçant les prises de position du milliardaire en faveur des tortures par simulation de noyade: « Je me fous de ce que le président des États-Unis veut faire ou de quiconque d'autre veut faire. Il n'y aura pas de waterboarding. Nous ne ferons pas cela. » Il décède le 25 août 2018. Cela met fin à l'histoire que je vous ai racontée ce jour. J'espère que ce récit très humain vous a plu. À très bientôt pour un prochain billet. Bonne fin de journée.